Nous avons la chance d'avoir notre ami Belgat Sassi qui a bien voulu répondre à notre invitation et qui est là, bon, à part son profil qui est brillantissime de chercheur, de agronome, ingénieur concerne développement agricole de montagne. Il est spécialiste dans l'agro-pastoralisme, de l'écologie et des relations entre l'environnement et la santé humaine. Il est chercheur et enseignant à la faculté d'agronomie de Mostaganem, je veux pas dire. Il dirige depuis 20 ans l'équipe de recherche écologie émergente et maladies en milieu stépique à l'Algérie. Ces travaux ont donné ont donné lieu à plusieurs publications et à 3 ouvrages majeurs. Des exemples, il y en a d'autres. Je cite le littoral algérien, climatologie géologique, syntaxonomie, j'essaye de bien le dire, et d'aphologie, j'apprendrai des mots, et relation du sol, ça c'était en 2014. Il y a aussi une étude du mode de gestion de la zone humide des steppes du Chott. Je voudrais pas écorcher la prononciation. Ça a été écrit en 2015. Et puis il y en a un autre, et je l'arrêterai là sur les publications, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et on peut se les procurer, nous. J'espérais que tu viendrais avec quelques... Mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir se débrouiller. On les trouve à la FNAC ou dans des librairies. Mémoire du monde, on trouve tout ici. Comment? Mémoire du monde, on trouve tout. Mémoire du monde. Comment? Voilà, donc... mais ce qui rend aujourd'hui la présence de Sassi Belgat si émouvante, c'est aussi son parcours personnel et familial. Sassi est le fils de Chahid Bessaoud Belgat, héros de la guerre de libération algérienne, tombé au combat pour l'indépendance de son pays. Le Chahid Bessaoud Belgat commandait une troupe de 80 moudjahidines chargés de libérer des prisonniers. Cet héritage a marqué profondément son fils Belgat Sassi. Très jeune, Sassi Belgat a rejoint le Parti communiste algérien et milite depuis son adolescence dans la justice sociale, la dignité humaine et l'émancipation des peuples. Ce soir, donc, le docteur Sassi Belgat vient nous apporter son témoignage et son analyse sur un sujet à la fois historique et actuel. Les relations conflictuelles et cycliques entre la France et l'Algérie. Un thème sensible, complexe, mais aussi essentiel pour comprendre nos mémoires partagées. Les blessures, encore vives, et surtout les chemins possibles vers une reconnaissance mutuelle. Après l'intervention du docteur Belgat, nous prendrons bien sûr un moment d'échange. Le public présent est invité à poser des questions et Sassi se prêtera volontiers à cet exercice de dialogue. Nous vous remercions sincèrement et remercions Sassi Belgat pour sa présence. Je lui passe la parole.
Bonsoir tout le monde. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis honoré. Je suis pas, d'abord, en préambule, hein, je suis pas historien, donc j'aborde la question récurrente un peu de l'histoire entre la France et l'Algérie, les péripéties, et puis c'est comme ça qu'on peut peut-être, en remontant un peu le fleuve, on peut comprendre aujourd'hui les crises un peu récurrentes entre les deux pays. Bon voilà, une fois que je suis agronome, et j'aborderai la question sous l'angle justement de la terre, du foncier, donc de la spoliation. On ne comprend rien à la question de la colonisation si on n'aborde pas à travers justement la terre. Et c'est pour cette raison que la lutte de libération, la première guerre, qu'on peut appeler la première guerre, parce qu'il y a eu en vérité deux phases importantes. Une première guerre de 1830 à 1871-76, et la deuxième, bien entendu, de 54 à 62. C'est les deux guerres au sens militaire. On ne comprend rien si on ne l'aborde pas à travers justement la question agraire, la question de la terre. Voilà un peu pour en préambule. La guerre, c'était une vraie guerre, une véritable guerre, hein, la première et la deuxième, avec ses victimes, avec ses blessures, avec ses rancœurs et tout ce qu'elle a laissé comme sédiment dans la conscience des deux côtés, des deux peuples. Hein. C'est-à-dire et en même temps, c'est une occasion pour moi de rendre un peu hommage à parce qu'il y a eu de la sympathie hein, du côté français. Ça, il ne faut pas l'oublier. Première guerre et deuxième guerre. Et à mon sens, on n'est pas assez attentif à toute la, comment dirais-je, toute la sympathie, l'engagement de Français, d'écrivains, d'historiens, de citoyens durant la première guerre et la deuxième guerre. Et c'est une occasion pour moi, d'abord en tant qu'Algérien, hein, de mettre ça en lumière et en même temps de dire que il est impossible pour les deux pays d'enjamber un peu cette histoire. Il faut la regarder avec réalisme, pragmatisme, et essayer de trouver justement une voie de sortie. Une voie de sortie, c'est vider ce contentieux. Il faut le vider. Tant qu'il est là, il continuera à gangréner les relations entre les deux États. Au commencement, la véritable résistance, parce que c'est une résistance, hein, 1830, donc juin 1830, le Dey d'Alger, il a tenu quelques jours, hein, il a rendu la reddition, c'est 15 jours après, c'est pour un peu situer le lien entre le Dey de la porte sublime, donc turque, et l'Algérie. Donc il n'y avait aucune relation, en vérité, aucune relation. C'était des occupants au même titre que les autres occupants qui sont succédés en Algérie. D'autres ont laissé plus de traces que les Turcs. Et c'est tout juste après que la résistance s'est organisée. C'est la résistance algérienne, et c'est je vous donne d'abord quand on ramène ce début de ce conflit aux chasse-mouches,
c'est un peu court. Et je reprends un historien français, Paul Masson, qui disait il y a peu d'événements historiques qui étaient aussi longuement préparés, prévus aussi longuement à l'avance que la conquête d'Alger. C'est d'abord il y avait une question ce qu'on dit aujourd'hui géostratégique, géopolitique, et des relations qui remontent à très loin en vérité entre Alger et la France. C'est des siècles avant 1830. Et la phase qui corrobore un peu c'est un peu l'achat de quantité de blé, parce que l'armée notamment en Égypte était mise un peu en difficulté et il fallait l'approvisionner en blé. C'est l'Algérie qui a déjà à cette époque c'était une dette donc qui remontait à peu près entre 10 et 14 millions de francs de l'époque. Ça s'est mal négocié avec les intervenants deux négociants, Bakri et Bouchnak, et il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore tiré au clair. Et le deuil d'Alger n'a pas été, c'est lui le créancier, il n'a pas été réglé. C'est une des raisons, une des causes qui a fait que on a monté ça en aiguille pour dire il fallait relever le défi, etc. Que la France en a été humiliée. En vérité, la conquête de l'Algérie se préparait bien au-dessus, bien avant ce fameux incident avec le deuil d'Alger. Le nombre de victimes, ça, il faut voir à peu près la première. Je donne un peu des éléments historiques. C'est le démographe Kamel Kateb, qui est un ami que je connais très très bien. Il avance le chiffre de 825 000 Algériens morts pour la période de 1830 à 1872, donc la première guerre, pour une population estimée à entre 3 et 4 millions, soit à peu près 28% de la population. Et du côté français, de l'armée française, le nombre le total des morts s'élève à 97 070 au combat. Bien plus que la Deuxième Guerre, bien plus dans la deuxième, entre 54 et 62. Pour voir à peu près que c'était une guerre quand même une guerre assez violente et qui a laissé beaucoup de traces, que ce soit pour la société algérienne ou la société française. Et au centre de la conquête, c'est toujours, comme je disais, c'est une histoire de spoliation, une histoire de terre, agraire et foncière. Là, je rappelle que le gouvernement français de l'époque avait besoin de blé, et donc il y a eu cette transaction entre Alger et la France qui n'a pas été réglée. Et tout juste après la fin, pour comprendre un peu la fin de la première guerre, 1871, on l'a situé à peu près en 1871, et en 1873, il y a eu la loi Varnier. La loi Varnier, c'est la confiscation très officielle des terres des tribus. Et on arrive à peu près à ceci, sur une superficie totale à peu près de terre, la SAU, un système surface agricole utile, de 7,5 millions à peu près.
3 millions pour les colons détenaient 3 millions d'hectares, et les autochtones qui étaient jusqu'en 62 à peu près moins de 74 641 colons. C'est pas le million de colons qui étaient propriétaires, hein. Ce n'est qu'une partie des propriétaires justement des 3 millions d'hectares. Et pour le reste, pour la population autochtone, moins de 3 millions d'hectares, moins de 3 millions, que se partageaient 2 100 000 ruraux. Donc, vous voyez un peu la distorsion entre les... Donc, il y avait une véritable... C'est pour ça que on ne comprend pas pourquoi. C'est-à-dire que la terre, elle a été au centre de la lutte de libération. Elle a été au centre et c'est à partir de ce moment où on comprend pourquoi, dès le départ, déjà, dans les maquis, la question de la révolution agraire, de la réforme agraire se posait. Parce que la population rurale, elle était en d'attente de recouvrir un peu ses biens, sa terre. Et la misère, c'est-à-dire c'est une situation infrahumaine. Là, je cite un rapport officiel, hein, un rapport de 46, et il disait ceci dans ce rapport. On admet, donc il met dans ce rapport, il mettait en concurrence les bêtes de somme, les bêtes de trait et la population. Il trouvait que on aurait pu économiser, faire des trucs des graines, donc notamment c'est beaucoup plus du fourrage, hein, du fourrage, pour les donner à la population, pour dire que la proté de la question de la misère, c'est une misère incroyable, indescriptible. Il disait qu'une partie de ce fourrage serait mieux utilisée en nourriture pour les cheptels de rente et les grains pour l'alimentation humaine. Vous imaginez un peu et ça c'est après la Deuxième Guerre mondiale, hein. De 1871 à 1954, en vérité, il n'y a eu absolument aucun changement. C'était toujours la même politique. Sauf si on considère que ça a bougé un tout petit peu, un peu sur la marge, la reconnaissance des citoyens autochtones comme citoyens français, des Français musulmans. Donc, pour un État, pour une république laïque, c'est un peu... Non, c'est juste. Hein. Voilà un peu et cette histoire entre les deux pays, on ne peut pas l'aborder de manière un peu manichéenne. Donc, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre. Il y a eu toujours un peu cette ambivalence, ce souci, y compris de fraternité et de solidarité du côté du côté français. Les désertions dans l'armée française, et ça on n'en parle pas assez. Quand même, il y a eu 1250 soldats de 54 à 62 qui ont déserté. 9000 pour les soldats algériens et 9000 pour les soldats algériens. C'est quand même 1250 déserteurs, et les déserteurs étaient condamnés à de la prison. Les officiers démissionnaires, le plus illustre d'entre eux, certainement, le général Jacques Paris de la Bordière, qui a protesté contre il a demandé à être relevé de son commandement parce qu'il protestait contre l'usage de la torture.
des sous-officiers, des soldats français qui refusaient l'incorporation. Et on a eu énormément. Hein. Les intellectuels français, ça il faut le noter, ils ont joué un rôle important et pionnier, y compris on leur doit aussi une partie de la libération. Donc pour moi, c'est les 121, donc tous les intellectuels le plus illustre est certainement Jean-Paul Sartre, qui a conduit ce grand philosophe qui a conduit un peu mais pas que Jean-Paul Sartre. Hein. Et il disait justement sur Jean-Paul Sartre qu'il a inscrit un peu le tempo un peu, il donnait la consistance un peu de cette solidarité avec le peuple algérien. Il disait, il est parfaitement incroyable que les hommes de gauche puissent se déclarer effrayés par le nationalisme des Algériens. Certes, ce nationalisme, comme toutes les réalités historiques, enveloppe des forces contradictoires, mais ce qui doit compter pour nous, c'est que le FLN conçoive l'Algérie indépendante sous la forme d'une démocratie sociale et qu'il reconnaisse en pleine lutte la nécessité d'une réforme agraire, quelle que soit l'origine de ces combattants, quelle que puisse être pour eux l'importance de la foi religieuse, les circonstances de leur lutte les entraînent vers la gauche, comme furent celles de notre résistance entre 1940 et 1945. Donc voilà un peu déjà il s'inscrivait dans une véritable une solidarité et un engagement sans fin. Il faut citer aussi avec Pierre Vidal-Naquet, Henri Allègre, André Mondouze, Jean-Marie Domenech, etc., André Héné, Marou, etc., Mauriac, Massignon, et il y en a parmi ces intellectuels, ceux qui ont pris carrément, c'était la résistance active, avec le réseau Janson et le réseau donc les réseaux Janson et Curiel, donc de 59 à peu près jusqu'en 62, jusqu'à la libération. Donc après qu'on leur a donné un peu le truc des porteurs de valises, et c'est Sartre justement, c'est lui qui a attribué justement ce qualificatif de porteur de valises. Et ces personnes, enfin ces intellectuels, cette société qui s'est organisée contre son propre gouvernement, contre l'État français, courait des risques majeurs. Hein. C'était le bannissement, les emprisonnements, etc. Et à propos, pour donner un peu l'ampleur des porteurs de valises, Janson lui-même disait « Nous n'avons jamais eu de problème de main-d'œuvre. Si nous avions pu passer des petites annonces, nous aurions refusé du monde. » Pour voir que la société française n'était pas, en France ici, particulièrement en France, elle n'était pas absente dans cette lutte. C'est pour ça que moi je crois que finalement, entre les deux pays, il y a suffisamment de fraternité, de solidarité, qui finiront par transcender toutes les querelles, les petites mesquineries, de part et d'autre. Attends, je n'explique pas que du côté aussi algérien, bon, il y a des choses à voir, hein, il y a des choses à regarder, il faut les regarder avec lucidité. Voilà. Après, il y a eu cette dénonciation, ce grand qui reste d'actualité aujourd'hui, c'est le livre de la question d'Henri Allègre. Et là, ça a complètement éventré la pratique de la torture. Il fallait du courage et de l'abnégation pour et c'est encore à l'ordre du jour. Hein, c'est la torture. Bon, elle n'est pas appliquée en France, mais elle est appliquée ailleurs, et elle est appliquée, et avec la montée des extrêmes, je dis bien extrême droite, hein, le fascisme en vérité, hein, avec la montée
il y a à craindre justement sur les libertés individuelles et collectives des citoyens. Des avocats aussi qui ont pris, là il faut nommer Jacques Vergès, Roland Dumas, Gisèle Halimi, qui ont eu un courage sublime et que l'Algérie doit honorer pour leur engagement contre justement la guerre. Les militants chrétiens n'étaient pas donc il était on peut citer l'abbé Robert Davzy, le pasteur Mathieu, le professeur Mandouze. D'ailleurs, le professeur Mandouze, il faut signaler que le professeur Mandouze a été l'un des premiers à réfléchir sur l'université algérienne. C'est quelqu'un qui a énormément apporté à l'Algérie après l'indépendance. Les partis, bon, en dehors du PCF, bon, il y a eu des positions un peu ambiguës au début, mais après il s'est vite corrigé. Donc là, il y a eu si vous voulez, une solidarité à peu près remarquable, et ils ont payé, beaucoup de militants communistes ont payé de leur vie et de leur liberté. Maintenant, j'en viens à la question des camps de regroupement. Surtout les camps de regroupement des paysans, des ruraux en Algérie. Moi, j'ai grandi dans un camp. Et je dis, c'est pas des camps de regroupement, c'est des camps de concentration. J'ai vécu dans un camp de concentration. Quand on est ceinturé par des barbelés, des miradors, 3 miradors, un contrôle, et puis donc là, on doit donc lever donc avant le coucher du soleil, on doit rentrer parce que sinon on se fait tirer. Et le matin, c'est à 7h du matin. 7h du matin. Et puis toutes les vexations que c'était. Donc moi j'ai vécu de 56 à 1962, tout juste après le départ de mon père, donc il a pris ses responsabilités de militant. Notre ferme a été brûlée, donc par répression de l'armée française, elle a été brûlée. On nous a déplacés dans l'un des plus grands camps de regroupement de l'Est algérien. Donc c'est le camp de Ain Es-Zut. Et je suis sorti du camp pas en 1962, en 1967. C'est-à-dire que même le pouvoir algérien, le gouvernement, nous a abandonnés. Fils de Chahid, il nous a abandonnés au camp jusqu'en 1967. Jusqu'en 1967, ma mère s'est débrouillée toute seule pour trouver un petit réduit en ville. Et cette confusion, il y a une confusion étymologique et sémantique volontaire. On les appelait camps de regroupement, villages modernes, etc. Donc un certain nombre de... Et il faut reconnaître qu'à ces premiers étudiants enfin plutôt stagiaires de l'École nationale d'administration, avec bien sûr le rapport qui a été élaboré à l'époque pour justement faire connaître justement les camps de regroupement. Au total, il y a eu 2037 camps pour une population totale de 2 millions. Il y a 2 millions de ruraux qui ont été mis en concentration. C'était comment noyer un peu pour éviter que la population rurale n'apporte son soutien au FLN. Mais ça continuait. Moi, j'étais un acteur de trucs comme ça. On partageait le peu de choses que nous avons avec l'ALN.
et la solidarité, et heureusement d'ailleurs, c'est surtout la paysannerie qui a porté sur toute la révolution algérienne. Sans l'engagement de la paysannerie, il n'y aurait pas eu de lutte, de libération. Donc, c'est con, il y a une mise en place d'un dispositif contraignant, patrouille, des gardes, recensement des aides, tout le monde est recensé, même les enfants, hein. Une fouille corporelle, quand on rentre on est quasiment dans les trucs, on est fouillé, quand on sort on est fouillé, donc enfants et adultes, hein. Pour Bourdieu et Sayad, donc les deux intellectuels qui ont français, Bourdieu et Sayad, qui ont travaillé sur la question, ils disent de ce truc-là, c'est pour Bourdieu et Sayad, la centuration de l'espace sur le modèle séculaire du modèle romain relève plutôt aussi la volonté de tout placer sous le signe de l'uniforme et de l'alignement pour permettre la surveillance de l'espace social et la soumission des Algériens. Donc c'était une politique volontaire, une politique de soumission, mettre sous la torture dans les camps de regroupement. Elle se pratiquait, la torture, mais elle n'était jamais déclarée, bien entendu. Si le camp ne peut être assimilé à un centre de torture, son principe même de concentration spatiale, en facilitant les arrestations, favorise les conditions de possibilité de torture. Et la torture, elle se pratiquait. C'était courant, hein, c'était quelque chose de tout à fait... C'est toujours Pierre Bourdieu qui dit les camps de regroupement. Pour Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, ils s'inscrivent dans la grande durée de la domination coloniale et dans la continuité de politiques foncières destinées depuis le XIXe siècle à déraciner les ruraux pour s'imposer à eux. Et c'est ce qui s'est fait. Mais donc il y a une précarité alimentaire une note justement à ce sujet. La très grande majorité des regroupements sont de véritables foyers de misère. Ça, c'est un rapport des étudiants, des stagiaires de l'École nationale d'administration que dirigeait Rocard, justement. La très grande majorité des regroupements sont de véritables foyers de misère, entourés de barbelés et de miradors, où règne la sous-alimentation et la maladie. Dans les meilleurs cas, la perte de revenus par tête est de l'ordre d'un tiers, essentiellement par suppression des troupeaux, mais plus du tiers des regroupés sont totalement à charge du budget des SAS, donc les services administratifs et sociaux. Donc c'est un peu le... Mais celui-là, il y a aussi un côté, paradoxalement, il y a un côté positif du regroupement au niveau de la scolarité. Le pourcentage d'enfants scolarisés était nettement supérieur au pourcentage dans les villes. 40,8% des enfants étaient scolarisés, contre, dans les villes, 34%. Donc, et là, il faut aussi reconnaître que des soldats instituteurs, moi j'ai toute ma scolarité primaire, hein, c'est des soldats instituteurs qui m'ont appris à user de la langue française. Donc je leur dois ma scolarité. Ça c'est un peu le côté sanitaire aussi. On était vaccinés, et suivis sur le... Donc c'est un peu le paradoxe de la guerre. À l'indépendance, la manifestation éclatante a été
justement l'élan de solidarité de ce qu'on appelait les pieds rouges. Après le départ des pieds noirs, qui n'avaient plus rien, toutes les administrations, et c'est des jeunes Français, des jeunes qui se sont portés volontaires pour justement pallier et on a eu justement des enseignants, des moniteurs, à l'université. C'est un élan formidable de solidarité. Et aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, on n'en parle pas. On n'en parle pas de ces gens-là qui le cœur a parlé en vérité, hein, la solidarité entre les... Et cette solidarité, elle existe en France, entre l'Algérie. Au moins, un Français sur 10 a une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Soit il a travaillé, soit il s'est marié avec une Algérienne, soit il est algérien, soit il a l'avion. Enfin, c'est pour ça que je reste tout à fait confiant parce que l'histoire, elle s'écrit aujourd'hui devant, elle s'écrit. Et il faut justement, c'est par ce genre de rencontres, et d'autres aussi, qu'il faut, si vous voulez, réenchanter un peu cette solidarité entre les deux rives. Il n'y a pas d'animosité en vérité, entre les instituteurs militaires qui nous ont enseigné, ils reviennent souvent dans mon village, et ils sont accueillis comme des rois. Ils sentent leur parole, elle est sacrée, leur parole. Elle est sacrée jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de telle ou telle personne, c'est sacré. Parce que, à un moment donné, il n'y avait pas d'instituteurs, et ils se sont engagés pour instruire les jeunes. Voilà un peu ce que je voulais dire un peu à travers ce tableau très, très succinct sur les réalités entre les... Sinon, ces histoires la faute, elle est sur les deux, hein. C'est pas, quand il y a un différend, il y a forcément, même dans un couple, hein, il y a pas un responsable, les deux sont quasiment, c'est normal, il y a un peuple qui demandait son indépendance, sa liberté, et puis, mais c'est pas tout le peuple français qui a colonisé l'Algérie. C'est pas tout le peuple français qui a fait la guerre en Algérie. Beaucoup ont refusé de faire cette guerre. Et même les colons, combien il n'y a pas eu un engouement pour partir en Algérie. Pas un engouement. Il a fallu recruter ailleurs, l'Espagne, l'Italie, Portugal. Il fallait si vous voulez occuper l'espace, pas que des Français. Donc il a fallu aller ailleurs, et notamment dans les pays du sud de l'Europe. Donc voilà un peu cette histoire qui t'a écrit. C'est ce roman justement qu'il faut écrire entre les deux pays. Il y a un roman national, chacun il a le roman national, mais il y a un roman qu'on partage ensemble. Il y a ce partage de 132 années et bien après 132 ans. À telle enseigne qu'aujourd'hui, la langue française elle est encore pratiquée en Algérie, même si... mais on ne peut pas effacer une culture comme ça. On peut pas... Non, l'anglais ne va pas remplacer comme ça au pied levé une langue qui a apporté beaucoup de choses. Hein. C'est pour moi la langue française et aussi la mienne. Hein. Moi, je la revendique, elle est la mienne. Camus est algérien pour moi. Camus est algérien. Camus est algérien. Il est né en Algérie, il a grandi en Algérie, il a écrit sur l'Algérie. Il s'est senti beaucoup plus algérien que même s'il y a eu quelques petites... ce truc-là sur le droit, enfin sur la fameuse... Mais sinon, c'est quelqu'un qui a été... avec bien sûr son côté un peu maternel, tout à fait, c'est normal de défendre un peu sa mère, et d'où il vient, d'un milieu démuni, pauvre, c'est ça qui aussi, donc si on ne regarde que du versant bourgeois, on peut pas comprendre un peu mais il faut regarder un peu le peuple aussi,
Et quand il arrive à un niveau intellectuel, une renommée mondiale, il a envie aussi d'entraîner sa mère avec lui. Voilà un peu voilà ce que j'avais à dire. Et puis maintenant, place au débat. Merci, Sassi. Je te remercie et nous te remercions tous et toutes pour ton témoignage. Et je passe la parole, si vous avez... C'est bon, c'est bon. Je vous passe la parole. Voilà. Non. Tu l'amènes le micro. Super. Oui, merci pour votre exposé. On se connaît très très bien, mais on s'est oublié parce qu'on a vieilli et on ne s'est pas reconnu. Mais quand j'ai vu votre nom, je me suis dit, c'est lui. Je vous dirai que je suis après. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, votre exposé, bon, très bien, sauf que moi, je suis un petit peu mal à l'aise. Très très mal à l'aise parce que vous renvoyez dos à dos des gens qui ont fait la révolution et des gens qui ont occupé. Il y a l'occupant et l'occupé. Je ne veux pas être victimaire. C'est pas mon propos. Donc ça me gêne un petit peu. Et quand vous parlez de Camus pour finir, vous dites qu'il est un petit peu algérien. Non, il n'a pas voulu l'Algérie. Il voulait l'Algérie française. Il dit si l'Algérie est indépendante, je quitte l'Algérie et je quitte la France. Parce que la France aurait lâché l'Algérie. Il a bien dit ça. Donc, c'est vrai que les Français de France ne voulaient pas de cette guerre d'Algérie, pour la simple raison qu'ils n'avaient pas envie que leurs enfants aillent faire la guerre pour les pieds noirs qui étaient là. Donc voilà déjà un bon point pour refuser de faire la guerre. Les pieds noirs ne sont pas tous des colons, n'étaient pas tous des colons. On a tous des amis pieds noirs, qui sont nos voisins, avec lesquels on vivait bien, mais il y avait un gouvernement qui nous écrasait. On était des indigènes, on n'a rien partagé avec eux, on avait une ville arabe, on avait une ville française, on se promenait pas, il y avait des plages pour eux, il y avait des plages pour nous, ils avaient tous les avantages, on avait que les inconvénients. Donc c'est un petit peu mal à l'aise de mettre les deux sur un même pied d'égalité. Voilà ce que je veux dire. Il y a encore une question. Merci madame, parce que ceci c'était un peu ça qui me gênait, parce qu'il y avait une sorte d'irénisme. J'admire cette façon de pouvoir aussi apaiser les choses, pacifier les choses. Mais quand même, quand on dit qu'il y a la faute des deux, etc., il y a quand même quelqu'un qui est venu dans la maison de quelqu'un d'autre, avec violence. Je suis en train de lire le livre de Kitouni sur les grandes téléfumades, sur ce qui s'est passé après la guerre dans même Germaine Tillon, qui était quand même une personne, quand elle revient, elle dit le pays a été clochardisé. C'est-à-dire, vous parlez des terres, on a exploité les gens, on a exproprié les gens, et on les a mis dans les vides alors qu'ils n'ont pas jamais été préparés pour être des urbains. Moi aussi, comme vous, comme toi, j'ai appris la langue française par les Français, mais si la colonisation avait continué, je n'aurais jamais été prof d'université. Ça, c'est sûr. Et c'était et j'ai perdu l'arabe entre-temps. Entre-temps, je l'ai réappris après. Bref, il fallait bien parler quand même la langue de ceux qui gouvernent. Bon, c'était un cadeau empoisonné. Et puis pour Camus, quand même. Camus, on peut pas dire que Camus est un Algérien. Etc. Donc, voilà. C'est bien de parler de la société, c'est-à-dire, bien sûr, nous continuons à compter sur des amis français, quelquefois, pour faire entendre notre voix aujourd'hui en Algérie, dans ce que nous vivons en Algérie, et grâce à eux, grâce à notre voix aussi. Mais, en même temps, vous voyez les États, ce qu'ils font. Vous voyez les gouvernements, ce qu'ils font. Ils ne font pas ce que veulent les Français. C'est-à-dire, les lois et les logiques d'État ne sont pas des logiques des sociétés, de part et d'autre, si vous voulez. Bon, voilà. Moi, c'est ce que j'étais très mal à l'aise par cette façon
d'occulter une réalité, parce que ce qui a provoqué ça, c'était quand même la colonisation, une colonisation farouche, et qui aujourd'hui, il faut écouter les discours politiques, ce qu'on dit de l'Algérie, c'est-à-dire pour ceux, ils sont encore blessés d'avoir perdu quelque chose, et d'autres, ils disent, bon, on a, excusez-moi l'expression, on a foutu la merde, mais ne venez pas nous voir aujourd'hui. Restez dans le temps. Continuer. Excusez-moi, moi je dis, je vais commencer par un truc. À la veille du 1er novembre, pour moi, le 1er novembre, c'est pas le début d'une guerre, c'est le début d'une paix. Ça va pouvoir en finir avec les injustices et contre moi. Et je reviens à la veille du 1er novembre, si vous permettez, est-ce qu'on peut faire une minute de silence? Ça ne vous gêne pas. Hein? Voilà. Je pense que c'est symbolique, voilà, je ne voulais pas qu'on le dise, et vu que vous êtes très shahid, donc voilà, c'est aussi un hommage à tous ceux qui sont tombés, de part et d'autre, enfin, de ceux qui étaient pour la cause algérienne, évidemment. Je veux rappeler quelque chose, parce que la guerre n'est pas finie en 62, c'est pas vrai. Elle continue pour ceux qui vivaient, pour les Algériens qui vivaient en France. Et c'était institutionnel, c'est-à-dire c'était systémique. C'est-à-dire on les interdisait toute ambition. Toute ambition à travers l'école, à travers le travail, à travers toute chose. Hein. Et puis, ça s'est estompé quelque temps, mais j'ai l'impression qu'elle revient. J'ai l'impression que les enfants de l'OAS ont pris le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, quand on entend le discours ambiant à l'égard de l'Algérie, des Algériens, j'ai l'impression que si ça rien passé de 1830 à 1962, c'était doux. Non, c'était pas doux, c'était violent. Et je pense que pour arriver à apaiser les relations, il faut en parler ouvertement, en disant, ouais, c'était violent. C'était ça, nous avons occupé, nous avons clochardisé les gens, nous avons acculturé les gens. On les a considérés, on les a déshumanisés. On les a déshumanisés, c'est une réalité, il faut le dire. C'est pas une honte. C'était des systèmes, le système colonial n'est pas un système gentil, et c'est la même chose qui se passe à Gaza aujourd'hui pour les Palestiniens, c'était ça, c'était rien d'autre que ça. L'Algérie, c'était Gaza de l'époque. C'est tout. Je crois que c'est... Oui. Non, je n'ai pas renvoyé dos à dos là. Non, attendez. Je n'ai pas renvoyé dos à dos. Je parlais de la société française. La société française, c'est-à-dire, elle n'est globalement, et notamment durant la deuxième guerre, elle a été solidaire dans sa grande majorité de la cause algérienne. Les porteurs de valises, tout le réseau, Johnson et Curiel, c'est des centaines et des centaines de Français, de conditions modestes, la plupart, des intellectuels, qui ont porté des valises et qui alimentaient le maquis. C'était 5 millions de francs de l'époque, par mois, qui sont collectés et transmis, donc, et passer les frontières. Et sans ces réseaux-là, le FLN, la LN à l'époque, n'aurait pas acheté ces armes, n'aurait pas entretenu ces maquis. Moi, personnellement, ma mère recevait une solde de l'ALN de 1956 à 1962. Et c'est grâce, justement, à cet argent de l'ALN qui servait de l'immigration, bien entendu, de l'immigration. Mais les transporteurs, je dis bien les transporteurs, c'était le réseau Johnson et le réseau Curiel étaient des Français. Les manifestations
de Charonne. Donc quand même, il y a eu des Français qui sont... donc on peut pas accuser aujourd'hui toute la société française. Non, c'est ça ce que je voulais. Non, c'est tout simplement ça. C'est ça le propos. C'est ça le propos. Pour moi, c'est ça le... Sinon, sur la dureté, sur du colonialisme, je dis c'est infrahumain. J'ai vécu. Donc, je parle de ceux deux. C'est mon vécu. J'ai vécu quand même dans un camp de concentration. Donc, on ne peut pas être accusé d'être une quelconque complaisance avec le colonialisme. La relation, pour moi, de la citoyenneté algérienne. L'indépendance, maintenant, l'Algérie est indépendante. Et elle n'a pas à s'excuser. Elle n'a pas à s'excuser. C'est une guerre juste. C'est l'une des guerres, une guerre du XXe siècle, celle qui a d'abord marqué le XXe siècle. Elle a marqué tout le XXe siècle. Elle a entraîné la libération de beaucoup de pays. Et c'est à son honneur. Et cette citoyenneté, elle doit justement, algérienne, elle doit s'imprégner justement de cette philosophie, de cette morale, portée par le FLN et la LN de l'époque. Par le FLN. Le FLN et la LN, attendez, hein, moi j'étais dans un camp, celui qui dirigeait le camp, c'était pas l'armée française. Hein. L'armée française était le jour, mais la nuit, c'est la LN. C'est la LN, et tout sortait du camp. On partageait le peu de trucs, la ration alimentaire, parce qu'on était rationnés, hein. On n'avait pas le droit d'acheter tant de kilos de sucre, tant de trucs de farine, d'huile, etc. Tout est rationné. Tout est rationné et par tête. Enfants, adultes, etc., etc. Et la moitié sortait justement alimenter le maquis. Donc voilà un peu cet aspect-là, ce côté obscur un peu de l'art, et qui n'est pas aujourd'hui, il est noyé un peu dans cette comment dirais-je, dans ce truc néo-fasciste, porté par l'OAS, etc. Sur la société algérienne. La société algérienne. Mais toute la société algérienne n'était pas pour l'indépendance. 320 000 harkis. Quand même, c'est pas rien. Il y avait plus de harkis que de maquisards. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Et c'est des Algériens. C'est des Algériens, des autochtones. Attendez, je finis après un peu le... Donc, voilà un peu la société c'était pas une guerre civile. C'était pas une guerre civile. Mais c'est un choix. C'est un choix d'une partie de la population a fait le choix du côté du colonialisme, des colons. Et une autre partie qui a pris ses responsabilités, la plupart, la grande majorité sont morts. Hein, c'était vivre dans les maquis en 1958-59 avec tous les trucs, le châle, l'opération jumelle, l'opération... C'était autour d'un camp, tout est interdit, ce qu'on appelait zones interdites. On n'avait pas le droit de cultiver, de faire... On avait des terres, mais on n'avait pas le droit de cultiver ces terres. On n'avait pas le droit de sortir au-delà d'un périmètre précis du camp. Voilà un peu mais cet aspect... Non, attendez madame, cet aspect-là, je ne l'occulte pas. On en a assez parlé, j'ai payé le prix, comme tout le monde, comme tous les Algériens, j'ai payé le prix, mais aujourd'hui, je dis tout simplement que les deux pays, la France et l'Algérie, ces deux pays, ils ne peuvent pas divorcer. Ils ne peuvent pas, ils sont condamnés par l'histoire à vivre ensemble, à coexister. Il ne faut pas oublier qu'il y a presque 3 millions d'Algériens qui vivent ici en France. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces 3 millions? Eh oui, qu'est-ce qu'on va en faire de ces 3 millions? Des otages? Quel otage? Des otages? Non, c'est-à-dire que cet aspect-là, c'est-à-dire voilà un peu les relations complexes. C'est des relations complexes
entre deux États, deux pays indépendants. Et il faut regarder avec lucidité la question et la traiter de la manière la plus consensuelle pour arriver à les relations entre les États, c'est des compromis, hein. C'est des compromis. Il n'y a pas d'amis ou d'ennemis éternels. C'est des compromis. Le compromis aujourd'hui, c'est quels sont les avantages de relations apaisées entre les deux États et qu'est-ce que gagnerait la France et de l'Algérie aussi. Voilà un peu là. Je replace au centre justement du problème la question de la société. Parce que sans la société, on n'avance pas. Et aujourd'hui, on a besoin justement de mobiliser la société française. La société française n'est pas devenue comme ça par hasard, comme ça un peu raciste, etc. Non. Comment expliquer que pendant la guerre, Johnson lui-même disait que on pouvait recruter mais à tour de bras, et aujourd'hui tout ça s'est évaporé. Non, ça s'évapore pas. Il y a des traces. Il faut tout simplement réécrire justement cette histoire de manière apaisée, mais sans aucune complaisance. Mais j'ai pas du tout renvoyé dos à dos non, c'est maintenant sur la question de Camus. C'est pas d'aujourd'hui hein, que moi j'ai toujours considéré que Camus, c'est vrai qu'il a préféré sa mère à la justice. Mais il reste que c'est quelqu'un qui est né sur le sol algérien. Il a grandi sur le sol algérien et il a porté la terre dans ses trucs, y compris avec ses propres contradictions. Bon, c'est vrai que je peux pas le placer, Camus n'est pas Sartre. Camus n'est pas Sartre. Ça c'est connu, il y a rien à dire là-dessus. Mais je dis tout simplement, voilà. Parce qu'il y a des exemples, Camus a choisi. Oui. Audin a choisi. Oui. Mais il y a beaucoup d'Algériens qui ont choisi. Non. Ça, c'est. Oui, François Hollande, c'est autre chose. Ça, c'est le summum de la. Oh oui. Non, sans polémique. Même les artistes. Moi, j'ai fait des interviews avec des artistes pour d'autres raisons. J'ai travaillé sur une et j'étais parti dans un pèlerinage que font les pieds noirs, etc. Et j'ai discuté avec quelques artistes en leur disant qu'est-ce que vous faites là? Ils disent bon, si on n'avait pas ce genre-là, qui parlerait de notre cause? Mais après, en poussant les choses, il y a quelqu'un qui a commencé à pleurer. Il dit moi j'avais 20 ans, j'étais un happy, j'avais 20 ans. Et j'étais comme tous les Algériens. Tout le monde travaillait chez le colon. Seulement moi, j'avais un tri. C'est-à-dire les harkis, ce qu'on appelle les harkis, sont aussi victimes, j'allais dire, que les Algériens qui étaient sur place. C'est pas des choix tels que vous les présentez. Ils ont choisi ceci. Certains ont choisi. Ça, mais pas tous. Après, ils se sont vus embarquer. Et quand on lit l'art de perdre, etc., et on voit qu'est-ce qu'ils vont vivre ici par ce système qu'ils ont servi, etc. Donc voilà, ça c'est d'un côté. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'à un moment donné, peut-être, vous pensez vous accueillir, parce que je sais ce que vous voulez mettre en avant, vous voulez mettre en avant aussi cette possibilité entre les deux sociétés. D'accord, je suis d'accord avec vous. On est là, on le vit dans notre chair. Moi, ma femme est française, etc. Je reste algérien. Je n'ai même pas de nationalité française. Mais non, si vous voulez, mais c'est pas de ça. C'est-à-dire, mais dans mon cœur, dans mon esprit, etc. Je suis là, je vis dans un univers français. Donc c'est pas ce problème qui est posé. C'est un autre problème de dire que les uns et les autres, ce qui a provoqué, ce qui a fait que 3 millions d'Algériens soient là,
remonte à une injustice qui, quand même, c'est pas les Algériens qui sont venus les chercher. Ils se sont retrouvés embarqués dans cette histoire. Voilà. Le dire, tout simplement, mais sinon, c'est à votre honneur de pouvoir un peu orienter la focale. C'est pas, voilà. Mais sans noyer. À propos des, bon, sans oublier, à propos des harki, je ne sais pas, parce que, bon, moi je parle de mon vécu, hein, de mon vécu. La harka a été la plus violente que tous les... C'était une véritable... Même attention, hein, parce que pour dire que c'est un choix, etc., ça n'a... Oui, bien sûr. Qui n'ont pas été du tout tendres avec la population. Donc là, bon, maintenant qu'on leur trouve des excuses, je sais pas, moi je suis très réservé là-dessus. Voilà, c'est tout. Je donne les micros. Oui, vous avez dit quelque chose qui, là, dans la deuxième intervention, qui m'a un peu... Je pense qu'il faut rectifier. La France et l'Algérie ne peuvent pas divorcer. Pour divorcer, il faut être marié. Oui. D'accord. Il n'y a jamais eu de mariage, il y a eu un viol. Donc voilà, juste une rectification, je pense que c'est très important. Les mots ont leur importance maintenant. Je pense que vous avez bien fait de rappeler que ce qui va peut-être faire en sorte que on puisse avoir des relations plus apaisées, ce sont les sociétés. Je pense que toutes les associations y travaillent un peu. Et c'est assez curieux que toute la discussion a tourné, et vous-même vous avez axé l'essentiel de votre intervention sur la question coloniale. Or, ce qui bloque réellement dans les relations entre la France et l'Algérie, c'est d'abord le rapport colonial qui n'a pas encore été traité de façon claire et nette par les Français. Je dis que ça n'a pas été vidé, la question n'a pas été... Oui, je pense que c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que, alors c'est assez curieux, c'est assez paradoxal. Jamais dans ce qu'on connaît de la colonisation, on a eu autant d'informations et d'analyses sur la colonisation. Jamais. Le nombre d'écrits, d'ouvrages, de films documentaires. Il y a un documentaire il n'y a pas très longtemps qui est passé à la télévision française. Les gens, ils étaient absolument effarés d'apprendre que la France utilisait des armes chimiques dans les années 50 en Algérie, alors que c'était interdit depuis les années 20. Depuis les années 20, c'était juste après la première. Donc en fait, sur l'information, sur la connaissance de ce qui s'est passé, je pense qu'on va encore en apprendre, mais je pense qu'il y a suffisamment pour que, effectivement, et vraiment, pour peu qu'on s'intéresse à la question, on a vraiment à disposition énormément de ressources pour s'informer. Énormément de ressources. Donc à ce niveau-là, je pense pas que... Donc là, il y a un blocage. Et le blocage, il est à quel niveau? Il est au niveau politique. Il est au niveau politique. C'est assez curieux que, quand même, en 2005, qu'est-ce qu'elle fait l'Assemblée française? Elle va prendre une loi qui va dire qu'il y a eu des aspects positifs de la colonisation. 2005, quand même. Et voyez, regardez un peu ce qui se passe depuis 1 an ou 2 ans avec les gouvernements successifs. Les gouvernements successifs, qu'est-ce qui s'est passé? On a le retour de la nostalgie. On a le retour de l'Algérie française. C'est quand même assez curieux, assez paradoxal que, d'une part, on a de plus en plus de connaissances sur le système colonial et ce qu'il a pu produire comme violence vis-à-vis de la société algérienne, et en même temps, au niveau politique, on est encore dans la nostalgie. Donc, à mon avis, il y a
d'abord, cette question-là, si elle n'est pas traitée de façon radicale par l'État français, regardez un peu ce qu'a fait Macron. Il était candidat, il dit, mais la colonisation est un crime contre l'humanité. Sitôt élu, il commence à tergiverser, commence à faire des petits pas, oui, on va faire ceci. Voilà, donc voilà, pour en revenir un peu à la thématique qui est en fait la crise. D'abord, régler ça. D'abord. Après, évidemment, il va falloir que l'État français reconnaisse en l'Algérie un État souverain. Vous imaginez? Oui. Attendez, mais quand c'est un ministre de l'Intérieur qui traite de l'Algérie, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas la souveraineté du pays en question. Ça, il peut le crier sur tous les toits, ça ne changera absolument rien. Non, mais on est en train de discuter entre nous maintenant, évidemment. Moi, je sais que c'est un État souverain. Moi, je ne passe pas algérien, je sais que je suis algérien, donc je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc, je ne parle pas de moi ou de vous, je parle en fait, de l'État français qui continue encore à percevoir l'État algérien comme étant un État un peu avec qui on peut traiter voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci. Chérif. Merci. Merci, bonsoir à tous. Il se trouve que moi, j'ai connu le camp de concentration aussi, mais pas beaucoup de temps. J'étais embarqué avec des enfants et des femmes, et on a été internés pendant trois jours. Les enfants de mon âge, j'avais 11 ans, et je me suis évadé le 3e jour. Voilà. Concernant les Harkis, je vais être l'avocat des Harkis et de leurs enfants qui n'ont rien à voir avec eux. Dans ma famille, il y a 7 Makézars et un Harki. Le Harki, il a été interné dans le camp de concentration avec sa mère et ses frères et sœurs. Et à l'âge de 16 ans ou 17 ans, ils lui ont donné les armes. On lui a dit, va chercher tes cousins, on extermine ta famille. Donc, les Harkis n'ont pas choisi. Ils ont été dupés. C'est celui ou ceux qui ont lu le livre du commandant Azdin, on nous appelait Fillaga. Il parle d'un camp de concentration, d'un camp de Harki, du côté de l'islam. Il y avait 700 Harkis dans le camp. Et dans un autre camp, à quelques centaines de mètres, le camp des Français, des soldats français. Tous les matins, le commandant français vient chez les Harkis, il montre le drapeau algérien et français, parce qu'on nous a dit, ceux qui nous combattent, qui sont dans le maquis, sont contre l'islam et nous on défend l'islam. Les Harkis, qui sont des paysans analphabètes, ils ont cru qu'ils défendaient leur pays et leur islam. Donc c'était de la duperie que la colonisation française a utilisée pour justement pousser les Algériens à s'entretuer entre eux. Et à rare de ceux qui ont choisi, comme vous l'avez dit, le camp français, c'est des anciens caïds, etc., qui ont gardé leur salaire et marché avec la colonisation jusqu'à la fin. Mais les Harkis, les pauvres, ils sont des victimes. Ils sont des victimes de part et d'autre. Voilà. Concernant, moi j'avais cru qu'on allait parler plus justement des archives de la colonisation que la France refuse de donner à l'Algérie. C'est un tort pour la France d'avoir refusé ça, parce que l'histoire sert justement à
permettre l'approche entre les uns et les autres, de discuter justement de façon fraîche, de façon franche, et peut-être rapprocher les peuples entre eux, sans conflit, sans rien. Ce qui se passe aujourd'hui entre la France, entre les dirigeants français et les dirigeants algériens. Les Français n'ont rien à voir avec ça, ni les Algériens d'ailleurs. Les Français, comme vous l'avez dit, beaucoup de Français ont servi en fait la paix, c'est-à-dire aider les Algériens, ou bien politiquement, ou bien dans le maquis. Il y a beaucoup de Français qui sont montés, qui ont déserté et sont montés dans les maquis. Donc les Français d'aujourd'hui, leurs dirigeants, n'ont rien à voir avec ceux qui ont occupé l'Algérie. Pour revenir à l'occupation de l'Algérie, d'après ma lecture, c'est à cause d'une dette justement que deux juifs d'origine italienne se sont installés en Algérie et ils étaient des négociants dans le blé. Et la France a fait crédit pendant quelques années de plusieurs millions, et elle n'a pas payé les dettes. Ces négociants ont approché justement le dé et l'ont convaincu de leur donner la somme que la France leur doit, et que l'Algérie réclame cette somme au nom de l'État algérien. Et c'est un conseiller, après le coup d'éventail, un conseiller du roi lui a dit, dans ma lecture, on disait que la France était en difficulté financière à l'époque. Et ce conseiller a conseillé le roi de profiter de cet incident pour justement s'emparer de la richesse algérienne, et on aura du blé à gogo. Voilà la vérité. Donc les Français, normalement, ne doivent pas se sentir coupables de ce que leurs dirigeants, leur État a fait. Voilà, j'avais d'autres choses à dire, mais non, ça fait rien. Si je peux intervenir 30 secondes, moi je voulais vous remercier pour cette intervention. J'ai appris beaucoup. Moi j'ai de la famille justement algérienne du côté de ma mère. Mon grand-père était fils de colon et en réalité il n'avait pas même de revenus. Donc quand il a eu sa fiancée, il ne pouvait rien faire. Donc c'est ma grand-mère qui lui a dit partons de là, ton père te donnera jamais rien. Et donc voilà, ils sont venus s'établir en France. Mais c'est une histoire qui est restée secrète, taboue dans ma famille, parce qu'en réalité voilà, c'est le pire de l'humanité, le colonialisme. Et donc aujourd'hui, les sociétés, moi aussi je pense, je reste très optimiste. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron, je reprenais les chiffres là à l'instant, en 2017 quand il est élu, c'est 22% des votes faits, mais 18% des inscrits. Et c'est ça le problème aussi, c'est que notre constitution donne le pouvoir à quelqu'un qui ne représente que 18% des gens qui le choisissent. Et en plus, là, avec le viol, le non-respect des élections législatives de 2024, on se retrouve avec un Retailleau qui vient du Parti Les Républicains, qui est encore plus faible et qui ne représente en fait que lui. Et donc c'est là le problème auquel fait face la société française pour pouvoir mettre un stop à ces discours qui ne font qu'attiser la haine. Et ça va être à cette société de trouver comment transformer ce système représentatif, j'allais dire, hein, politique, et enfin bâtir autre chose. Voilà, je voulais passer. Juste, je voudrais faire un témoignage personnel. Vas-y, Thomas. Et après, je prendrai la parole. Voilà. Moi, je peux dire que je suis née en Espagne, de mère espagnole, et mon père a été appelé soldat pour se battre en Algérie, alors qu'il était en Espagne. Voilà. Et du coup, après, on s'est retrouvés ici, parce que le franquisme aidant, il faisait meilleur vivre en France qu'en Espagne.
Et j'étais toute petite et j'étais dans la rue, je jouais et j'entendais, et puis les enfants scandaient, moi je me faisais aussi quand j'ai appris, on criait OASSS. On criait, on courait, on allait dans les couloirs et on se disait, ça doit être bien, c'est bien de faire ça, on résiste, enfin on résiste, bon, je ne sais même pas ce que ça voulait dire, mais j'entendais ces mots dans l'apprentissage de la langue, parce que je ne parlais pas français au début, j'ai vite appris, et ça m'a marqué toute ma vie, cette résistance qui allait jusque dans les paroles des enfants, et que nous, on répétait, franchement, voilà, il y avait des Français qui résistaient en France. Mon père n'a jamais voulu me raconter sa guerre. Il a toujours, je pense qu'il a eu honte. Voilà, c'est un petit témoignage. Oui, mais rapidement pour apporter quelques clarifications. La guerre, elle a été horrible. Hein. Elle a été horrible, et c'est, bien entendu, c'est les Algériens, les autochtones, hein, les Algériens qui ont payé le prix. Le prix fort, c'est les Algériens. 222 guillotinés. 222 guillotinés. Rien que pendant la période du ministère de François Mitterrand, 45 guillotines. 45 en tant que ministre, en tant que 45 guillotinés. Et d'ailleurs, lui-même, il ne s'en cache pas, il a porté ça comme étant d'ailleurs, c'était la blessure, c'était sa blessure. Mais il a refusé, il a été appelé pour la grâce, et il a refusé la grâce dans, notamment, Maurice Audin, qui a été guillotiné, premier Français guillotiné. Donc rien que pendant cette période-là, 222 guillotinés. Donc un peu pour voir qu'elle a été atroce, cette guerre. Elle a été atroce. Guillotine, concentration, voilà un peu le côté de. Et moi, ce que j'ai voulu mettre un peu en lumière, c'est parce que durant cette période-là, il y a eu beaucoup de manifestations en France contre la guillotine. Contre la guillotine. Et c'était le seul endroit, parce qu'en Algérie, on ne pouvait pas manifester. On ne pouvait pas manifester. C'était un système totalitaire. Parce que les collants, notamment les gros collants d'ailleurs, ils ont tenté un coup d'État. Hein. Un coup d'État en France. Hein. Ils voulaient même sauter, les parachutistes, sauter sur Paris. Vous voyez un peu la grande crise. Et la 4e République, elle est tombée à cause de la guerre d'Algérie. À cause de la guerre d'Algérie. Donc, c'est un peu. C'est si vous voulez, ces deux sociétés, cette guerre, elle a impacté autant la société française que la société algérienne. Et là, si on veut véritablement, si on veut vider justement cette plaie, parce que bon, c'est une plaie, hein, à un moment donné, on ne peut, sinon c'est la gangrène. Et la gangrène, c'est quoi? C'est le fascisme. Hein. Il ne faut pas s'étonner, c'est le fascisme. La gangrène, c'est le fascisme. Et là, il y a une montée aujourd'hui de partout. Justement, on veut ici en France, y compris les médias, veulent justement toute cette partie de la solidarité des trucs, ils n'en parlent même pas. On ne sait pas combien des Français se sont mobilisés pour aider le FLN, que des réseaux ont existé, des réseaux d'armes aussi, que des Français sont morts justement pendant la guerre de libération. On peut citer Maillot, Audin, il y a tas donc beaucoup de Français qui sont morts pendant la guerre de libération et du côté de la LN, FLN. Donc voilà un peu et on ne peut
Aujourd'hui, on ne peut renverser, parce que c'est des rapports de force. On ne peut, maintenant c'est le politique qui parle un peu. C'est un rapport de force qui s'est installé. Et ce rapport de force, on ne peut le renverser, si vous voulez, inverser ce rapport de force qu'en mobilisant la société. Et il y a suffisamment de force. En France, il y a, si vous voulez, une mémoire. La mémoire de la société, la mémoire collective. Elle est là, elle est encore. C'est des parents qui ont participé à cette guerre, des appelés, etc. Faut pas oublier que c'est 1 million de jeunes Français. 1 million de jeunes Français qui ont fait la guerre en Algérie, qui ont été enrôlés en Algérie. 1 million. Vous imaginez 1 million de jeunes Français au total, de 1956 à 1962. 1 million de jeunes Français. Donc c'était pas quelques bataillons c'est 1 million de jeunes Français. C'est 1 million de jeunes Français en des familles. Donc il y a une mémoire. Et cette mémoire, et la plupart étaient contre cette guerre. C'est des jeunes qui portaient un fusil, mais sans les munitions. Ils ne voulaient pas tuer, ils ne voulaient pas être du côté des assassins. Les tortionnaires, il n'y en a pas eu des centaines de tortionnaires. C'est quelques tortionnaires. Quelques tortionnaires. Et ici, on a recruté des harkis pour torturer à Paris. On a recruté, ça il faut le reconnaître. Moi, c'est un ami porteur de valise, moi décédé il y a quelques années, qui était aussi porteur de valise. Et c'est comme ça c'est quand il habitait Paris, et en allant au lycée, sur son truc, il entendait des trucs, les gens crier, etc. Et il avait comme prof de philosophie Derrida, c'est quelqu'un un communiste, qui est né en Algérie et qui a fait ses classes en Algérie. Il lui a posé la question. Et il lui a expliqué, c'est comme ça qu'il a demandé à approcher le FLN, le responsable il avait 17 ans à l'époque, hein, quand il a rejoint les cours plutôt le réseau Curiel. Donc voilà un peu Maintenant, si on veut véritablement avancer et faire du truc, c'est justement de faire renaître un peu d'écrire cette histoire et de la porter et les médias n'en parlent pas. Aujourd'hui, c'est une affaire de délinquants. On présente l'Algérien comme un délinquant, quelqu'un qui est mal ceci, mal cela, etc. Je n'en doute pas, dans toutes les sociétés, il y a des délinquants. Une société sans délinquants, c'est utopique, hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nulle part. Il y a des délinquants, mais c'est pas. Quant à maintenant que Rotario remet en cause la souveraineté de l'Algérie, je regrette. Mon indépendance, l'Algérie, elle existe depuis, en tant qu'État reconnu par l'ONU, en 1962. Sinon, en tant que nation, c'est une nation qui remonte à des siècles et des siècles, depuis la Numidie. C'est pas d'aujourd'hui. C'est une nation. Quand Macron il dit c'est un pays qu'on a, non, la nation algérienne, elle a existé. Et si elle n'a pas existé, comment il y aurait eu cette mobilisation justement, ces révoltes? Révolte contre les Arabes, révolte contre les Romains, révolte contre la société algérienne, elle s'est toujours révoltée. Parce qu'elle appartenait, elle avait une souche, une référence. Et la référence, c'est quoi? C'est la nation. Et la nation, quand on voit aujourd'hui la carte de la Numidie, c'est exactement au centimètre carré, aujourd'hui, la carte de l'Algérie. C'est au centimètre carré la carte de l'Algérie actuelle. Donc on vient pas de 1830 ou de 1962. C'est une nation qui a existé. Et il faut reconnaître que le FLN-ALN a donné, la société ou l'État moderne est né en 1962. Ça, il faut le reconnaître. Omar, il a demandé la parole. Omar, après Farid, moi. Moi, je pense que dans toutes les guerres, il y a les héros et les salauds. D'accord?
Et puis il y a tout le reste, la majorité, qui ne demande qu'à vivre. Et je pense que les sociétés n'ont pas attendu le politique pour faire la paix et l'apaiser, parce qu'aujourd'hui, chaque famille algérienne, chaque famille française, les racistes diront ils sont impactés, mais les optimistes comme moi diront c'est un avantage. On a tous des liens avec des Françaises ou des Français, on a des enfants. Donc aujourd'hui, on est passé au lien du sang. Qu'est-ce qu'on va faire avec le lien du sang? On va pas faire une rupture, c'est pas possible. Donc, la sagesse voudrait que on apaise les situations, qu'on crée une Méditerranée apaisée. Parce qu'il y a tout à gagner entre la France et l'Algérie, une relation apaisée. Parce qu'il y a vraiment tout à gagner. Il y a une dynamique mondiale aujourd'hui. La France ne peut pas faire sans ce grand pays qui est l'Algérie, qui est un pays continent. Et l'Algérie ne peut pas se priver de la France pour entrer en Europe. Quelle est la politique française? Quelle est la politique algérienne de la France? Quelle est la politique algérienne de la France? Si on veut apaiser les choses, il faut parler au présent. Et nos enfants, moi qui j'ai grandi ici, j'ai des enfants français qui ont fait des grandes études. Et puis vous avez l'artisan, vous avez tout ça. Ce qui n'était pas possible. On a évolué aujourd'hui. Moi j'ai 61 ans, j'ai fait toute ma scolarité en France, etc. Je vous jure qu'aujourd'hui c'est mieux qu'hier. C'est mieux qu'hier. Et les liens sont encore plus forts. Il faut être positif. Concernant les harkis, vous savez, la grandeur d'une révolution, c'est la réconciliation. La grandeur d'une révolution. Puis, nous avons les derniers survivants de cette période qui sont en train de partir. Je pense qu'il faut enlever cette épine du pied et que les deux frères puissent se réconcilier à l'aéroport, s'embrasser et en finir avec cette histoire. Parce que les harkis, c'est des victimes de guerre aussi. Très peu d'entre eux ont fait un choix. Très peu. Comme on vous dit, il est illettré, il est affamé, il est acculé de part et d'autre, par le FNL, par la France. Il y en a, ils lui prennent en otage. Moi, j'ai connu quelqu'un, un ami à Amar, je n'étais pas là, il est parti en Algérie, son père était harki. Les exactions du FNL existaient aussi, il ne faut pas non plus fermer les yeux. Si on veut que l'histoire soit complète. Il est parti en Algérie, il a acheté une terre, il a construit une maison. Et quelqu'un, fils de sa tante, est parti poser plainte contre lui à la gendarmerie en disant une raquette. Il a été convoqué par la gendarmerie. Il lui dit comment, moi, il travaille au ministère de l'Environnement. Il dit comment, moi, ce clochard, moi j'arrive avec de l'euro, je suis riche, c'est moi qui lui donne de l'argent. Puis après, il fait quoi, Hadarat, monsieur l'officier, n'oubliez pas que je suis fils d'Oar. L'officier donc dit pardon, puis alors, puis mon père, vous l'avez chassé, moi vous ne me le ferez pas. Parce qu'ils ont violé une de ses sœurs, le type pour se venger. Il y a eu plein de... C'est-à-dire chaque individu est une histoire à lui tout seul. C'est pas global. Il faut disséquer les choses. Et pour pouvoir arriver à une situation apaisée, il faut disséquer les choses. Il faut laisser les choses aux historiens. Et nous engager à un projet, avoir une vision d'avenir. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Et de mon point de vue, c'est en train de se faire. Hein. C'est pas, on n'attend pas le politique parce que le politique il est souvent en retard d'une bière et d'une guerre. D'accord? Ce sont les associations qui font avancer les situations. C'est après qu'arrive le politique qui fait une loi. Aujourd'hui, la France fait de l'histoire de l'Algérie un business. Un business. C'est-à-dire que, comme ils appellent la tête mémorielle, comme ça, ce qu'il a dit Macron. De l'autre côté algérien aussi, on exploite cette histoire pour endormir les gens de l'autre côté aussi. Non, le discours mémoriel en Algérie, aujourd'hui, ouais, écoutez, j'étais en Algérie, la France ceci, la France là, c'est bon, stop, on arrête, on passe à autre chose, laissons les choses aux historiens. C'est pas aux politiques de faire l'histoire. Hein. Enfin, je pense, hein. Je suis, je Star. Farid. Ouais. Oui. Merci, merci Sassi pour ton intervention. Et moi, je pense que ce que tu viens de dire, c'est important parce que effectivement, Omar, tu allé dans le même sens de, il faut avancer, collectivement. Et ce soir, voilà, il y a des Algériens, il y a des Français, il y a des gens qui sont pas d'Algérie ni de France. Moi, voilà, elle dira. Moi, je suis né dans le Rif et moi, je suis un enfant qui a un lien avec la colonisation. Mon arrière-grand-père est décédé en 1926, donc le père de mon grand-père maternel, pendant la guerre du Rif, la guerre du Rif, à la fin de la guerre du Rif, d'ailleurs, on ne sait pas qui l'a tué, mais si c'est
si c'est même un autre Marocain qui l'a tué ou pas. Mais mon grand-père, il est né, il avait plus de père parce qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et lui, il s'est battu pour l'indépendance du Maroc. Mon grand-père, il s'appelait Issa Abdelkader Mimouni, et il s'est battu pour l'indépendance. Et il voulait pas nous raconter ce qu'il avait subi, c'est les mêmes tortures. C'est-à-dire, au Maroc ou en Algérie, ils ont subi les mêmes tortures. Et la particularité, ce que parfois, quand on rencontrait les anciens, ils voulaient pas raconter ce qui s'était passé. Ils voulaient pas raconter, donc c'est ce que ils voulaient pas raconter. Mon grand-père, il a été détenu par les Français, et même ma grand-mère, elle a eu 10 jours de garde à vue. Alors, garde à vue militaire, hein, c'est-à-dire ça n'existait pas les droits parce que elle participait à cacher des maquisards dans le Rif, dans ce qu'on appelait le triangle de la mort pour les Français. Alors moi je suis né là-bas, c'est entre Aknoul, Tizi Ouzli et un autre bled, je sais plus lequel, mais il y avait une zone où quand il y avait les militaires français, ils se faisaient prendre par les Marocains, et il y avait énormément de pertes pour l'armée française. Ils appelaient ça le triangle de la mort, c'est dans le nord du Maroc. Mais c'est pour dire, effectivement, il y a cette histoire qui nous est tous commune, c'est-à-dire on est des enfants, entre guillemets, de la colonisation, mais on n'oublie pas, mais il faut effectivement avoir une vision claire sur cette histoire qui nous est commune à la France, à l'Algérie, au Maroc, mais effectivement, l'Algérie a vécu ce qu'aucun État n'a vécu, c'est-à-dire 135 ans de colonisation. Quand on parlait des enfumades, j'avais lu des articles sur ça. Tu te dis c'est pas possible ce qu'ils ont fait. Ce qu'a dit Apathy, alors je l'aime pas Apathy, mais ce qu'il a dit sur ce que les nazis ont fait, que on avait fait des choses pareilles en Algérie. Ben oui, c'est une réalité. Dire enfumer les gens dans des grottes. Parce que ces gens-là fuyaient, c'est des villages complets qui fuyaient, et des zones où il y a des grottes énormes, et on mettait les soldats à l'entrée de la grotte, et on bloquait la sortie, et on brûlait des choses, etc. Mais c'est pour dire, effectivement, cette histoire, il faut la regarder en face. Tu parlais, il y a une mémoire qu'on doit conserver, et être d'accord sur l'histoire, sur la réalité. Et ce que je voulais dire, c'est que l'extrême droite, aujourd'hui, manipule et utilise toujours l'Algérie. Et même moi qui suis avocat, des fois même dans les réquisitions, dans les trucs, on entend un petit peu ce racisme anti-algérien. Moi qui ne le suis pas, je suis choqué souvent. Je me dis mais attends, mais c'est quoi ce pays? Voilà. Donc il y a encore quelque chose. Tu parlais tout à l'heure OASSS, mais OASSS, ils sont aujourd'hui, on a les dignes héritiers de OASSS et le Front National, mais même à droite, Rotaillot et compagnie, qui utilisent et qui tapent sur l'Algérie en permanence. Et comment tu veux essayer d'apaiser les choses alors que ces gens-là, ils ont bouffé grâce à l'Algérie. Rotaillot et tous ces fachos, ils bouffent grâce à l'Algérie. S'ils sont députés, c'est en tapant sur les Algériens, sur les Marocains, sur les étrangers, les immigrés, que qui font bouillir leur marmite. Alors ces fachos-là, faut les virer. Allez. Bon, moi, je voulais juste intervenir. Le micro. Tu me filmes pas, moi je suis beau gosse. Je veux t'entendre. Je blague. Parce que ce que j'ai retenu de l'intervention de ceci, peut-être que dans l'air il y a des incompréhensions. Ceci a voulu démontrer, tout simplement, que les peuples sont plus forts que les gouvernants. Il y avait une solidarité en pleine guerre, c'est-à-dire que pour construire quelque chose, il n'y a pas que le négatif des pouvoirs, il y a aussi le positif et l'espoir des peuples. Voilà qu'est-ce qui a été sous-entendu. Il a donné son propre témoignage personnel qu'il a vécu dans un camp, mais il a démontré dans l'exposé qu'il n'y a aucune revanche, aucun regret, mais il a essayé d'insister, de dire que les Français, au sens peuple, n'avaient rien à avoir avec ce qui se passait. Et si on doit construire aujourd'hui quelque chose de nouveau, comme il vient de le dire Omar,
nos enfants, petits-enfants, les liens de sang, le lien de parenté, les liens... Enfin, il y a tout conflit. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une réalité qu'on ne peut pas exclure. Et si de tels forums, on ne met pas en avant que la solidarité a toujours existé entre les deux peuples, que pas seulement les Algériens qui ont pris leurs fusils, des Français citoyens honorables ont pris également leurs fusils. Tout à l'heure, je ne sais pas à qui je racontais une anecdote, nous avons une camarade qui n'est pas présente. Ses parents, le papa était psychiatre envoyé au service national. Au bout de 3 mois, côte à côte avec François Hollande, il a pris le maquis. Il a pris le maquis. On ne peut pas cracher sur la mémoire de ces gens-là. En disant le colonialisme, ceci, cela, ce que j'ai compris du message qu'il voulait développer aujourd'hui, c'était pas la rancune, c'était pas le truc, c'est de dire, devant tout ça, même si je l'ai vécu personnellement dans la douleur, il y avait un autre choix qui était le peuple. Voilà ce que j'ai compris de ta conférence. Merci. Allez, on conclut parce qu'on reste contre nous. Rapidement, une anecdote. Au soir du 19 mars 1962, donc l'armée française a pris ses bagages et il restait que donc les autochtones quoi, qui étaient dans des camps, parce qu'il y avait plusieurs. C'était l'un des plus grands camps du Nord Constantinois. Et le directeur de l'école, français, jeune français, il n'a pas voulu quitter. Il est resté. Et on a organisé, mon oncle avait organisé c'était la section de l'ALN qui sortait du maquis, et il a organisé un repas chez lui. Il a organisé un repas, et le responsable de la section, le responsable politique de la section de l'ALN, il faut préciser, ALN, Armée de Libération. Armée de Libération Nationale. Armée de Libération Nationale. Il a regardé l'assistance, il a constaté que le directeur de l'école était absent. Il m'a appelé. Parce que moi j'avais des relations, des relations, de l'âge de 7-8 ans, je connaissais le maquis comme ma poche. Donc ma mère, elle partait chaque fois pour recevoir sa solde, et elle m'emmenait avec elle. Donc je connaissais quasiment, j'étais la pupille un peu des responsables de l'ALN, de 1956 à 62. Il m'a appelé, il m'a dit, tu vas appeler ton directeur. Et moi j'étais fier comme un coq. J'ai couru, j'ai été le voir, lui ai dit, bon, voilà, il y a le responsable de l'ALN et ils se connaissaient. Enfin, par intermédiaire, parce qu'ils s'échangeaient des lettres. Ils s'échangeaient, c'est-à-dire pendant la guerre, déjà, dans le maquis, l'ALN préparait l'après 62. Ce n'est pas cela, d'accord? L'ALN, l'Armée de Libération Nationale, c'est pas cette politique aujourd'hui qui est menée en Algérie. Ça, je veux le dire. Je veux le signaler. Ils communiquaient, donc par lettres. Et ma sœur, c'était elle qui portait les lettres. Vous savez, on faisait confiance à qui? Elle a été choisie parce que c'est la fille du shahid. Donc, de ce côté-là, martyr. De ce côté-là, il y a toute la confiance dans la... J'ai été, je lui ai dit, bon, le responsable de l'ALN qui le connaissait, vous savez que c'était... il a aligné toute la section de l'ALN. Ils lui ont présenté les armes. Ils lui ont présenté les armes. Vous imaginez le respect du responsable de l'ALN à un directeur français. D'ailleurs, qui est resté en Algérie, qui s'est marié avec une Algérienne, et maintenant il vit du côté de la Bretagne. J'espère qu'il est encore en vie, c'était mon directeur de l'école primaire. Vous voyez un peu là. C'est-à-dire que les relations humaines ont toujours existé. Toujours existé. Et nous, à l'époque, on craignait les légionnaires et les harkis. On n'avait pas peur du franc.
D'ailleurs, on faisait la différence de l'époque de l'Ange. Il dit, c'est un français pur. Quand on dit quelqu'un de truc, c'est un français pur souche. Donc c'est quelqu'un qui est droit, qui fera pas de mal. Et c'est vrai que dans mon camp, dans le camp de concentration, là où j'ai grandi, on n'a jamais été inquiété par les du service militaire, hein, les jeunes du service militaire. Par contre, les légionnaires et les harkis, je vous dis pas, c'était atroce, c'était invivable. Voilà un peu pas les goumiers, hein, parce qu'il y avait les harkis et les goumiers, c'est différent. Il y avait les harkis, parce qu'on fait la confusion entre harkis, goumiers, etc. Goumiers, c'est autre chose. Goumiers, c'est des jeunes Algériens qui ont été enrôlés de force. La plupart des harkis, c'est volontaire. Soit pour la solde ou pour autre chose, peu importe. Mais on fait et la plupart d'ailleurs, ils sont restés en Algérie. Moi, là où j'ai, ils n'ont pas été inquiétés. Hein. Ils n'ont pas été inquiétés. Du tout. Aucun n'a été, quand on dit là, ils ont été assassinés, etc. Je ne sais pas ailleurs ce qui s'est passé. Mais par contre, là où dans mon village de Con, aucun n'a été inquiété. Ils sont restés tout juste après. Ils n'avaient pas droit uniquement à travailler dans la fonction publique. C'est tout. Allez, elle verra une conclusion. Oui. Quand tu fais l'anecdote, je l'ai reçu au restaurant. Et la veille du défilé de l'Aïlen, c'est l'indépendance, ça y est. À 4 h du matin, les gars de l'Aïlen, ils l'appellent et disent Chir, tu peux demander à l'officier français qui nous prête le tambour pour le défilé de demain. J'ai dit, alors vous avez réagi comment? Il dit, écoute, j'ai passé toute la nuit, j'ai passé toute la nuit, ils m'ont empêché de dormir. J'ai trouvé qu'ils avaient raison. Je suis parti demander à l'officier français s'il pouvait leur prêter le tambour pour faire le défilé. Il a dit oui, il a prêté. C'est un épisode comme ça, mais il en a raconté. Allez, on conclut, les enfants. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre échange et rencontre. J'espère que vous avez été intéressés et que vous aurez envie de revenir à d'autres rencontres que nous organiserons. En tout cas, je remercie chaleureusement Cécile Gallien. Malgré son état de santé, pour préciser. Malgré son état de santé et qui est venu faire son propre témoignage sensible de son vécu et qui a exprimé quelque chose d'universel, c'est-à-dire que au-delà des gouvernants, au-delà de l'avidité, de la vénalité de gouvernants et des intérêts, il y a le peuple. Et le peuple, il a envie de paix, il a envie d'échange, il a envie d'amour et de vivre. Et de partage. Voilà. Je vous remercie. Merci, madame. Merci.